Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le taux de chômage au Maroc recule. Au terme du premier trimestre, le HCP, le Haut Commissariat au Plan, relève que 13,3% de la population active marocaine est au chômage. L'année dernière, à la même période, elle était de 13,7%. Une embellie trop tôt pour tirer cette conclusion. Car derrière cette baisse se cache une réalité plus sombre. Le chômage des jeunes notamment, qui atteint 37,7%, celui des femmes qui frôlent les 20% et les diplômés peinent à s'insérer également. Sans oublier que si l'urbain crée des emplois, l'hémorragie continue dans le rural et ainsi les inégalités se creusent. Autres chiffres et autres réalités, le sous-emploi qui grimpe à près de 12%, signe d'une précarité persistante. Les disparités régionales restent criantes aussi, avec des taux de chômage allant jusqu'à 25% dans l'oriental. Il est temps de repenser notre modèle économique pour une croissance inclusive et équitable surtout. Les chiffres seuls ne suffisent pas. Donc face à cette urgence sociale, le gouvernement déploie une feuille de route ambitieuse pour créer pas moins d'1,5 million d'emplois et ramener ainsi le chômage à 9% d'ici 2030, si toutefois c'est la même équipe gouvernementale qui reste aux manettes d'ici à cette échéance. Le mondial 2030, donc, co-organisé avec l'Espagne et le Portugal, est présenté comme un catalyseur économique majeur. Mais au-delà des promesses, la question demeure: ces mesures seront-elles suffisantes pour inverser durablement la tendance et offrir un avenir meilleur à la jeunesse marocaine? Le compte à rebours est déjà lancé. Le Maroc saura-t-il transformer cette vitrine mondiale en moteur de croissance durable? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi sur le plateau d'abord l'expert en ressources humaines, également président de la commission développement du capital humain et de la formation de la région Tanger-Tétouan Al-Husseima. C'est Salahdine Sabik. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter et de répondre à nos questions. Et nous avons également, puisqu'il s'agit d'emploi des jeunes et de chômage des jeunes, ce chômage qui frappe de plein fouet cette jeunesse marocaine, nous avons jugé opportun de donner la parole à un réseau qui œuvre depuis 2011 pour la jeunesse marocaine. Il s'agit de TIZI, acronyme de Tariq Ibn Ziyad, initiative représentée par son président ce soir, qui se joint à nous donc en distanciel, Abdessamad El-Hian. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonjour Madame Khadija et merci pour l'invitation. Marhaba. Alors les chiffres du HCP. Le Maroc a créé 282 000 emplois en un an. Est-ce suffisant pour inverser durablement la courbe du chômage? Salahdine Sabik. Bon, merci. Merci pour votre question. Bon, vous savez que d'abord, ces chiffres-là que vous avez donnés sortent de la note au commissariat au plan. Et cette note, il faut savoir que c'est une enquête ménage basée sur des déclaratifs. Nous avons beaucoup aussi de données qui sortent de la CNSS, de l'ANAPEC, de Conseil économique et social. Ces données-là, est-ce qu'elles se rejoignent ou il y a une différence? Non, il y a une différence. Il y a pas. Laquelle? Mais l'enquête, c'est une enquête ménage. C'est sur les gens qui sont sur place, ils posent des questions, ils savent où cette personne est active, dans quel secteur, etc. Alors, c'est pas sur. Voilà. Pour moi, c'est une enquête qui est fiable et qui donne ce chômage-là. C'est vrai que le chiffre que vous avez donné de 13,3% de taux de chômage qui a baissé de 0,4% en l'espace d'une année. Et nous avons noté quand même quelques indicateurs dans cette enquête. Il y a tous les secteurs ont vu une augmentation de création d'emplois, sauf le secteur de l'agriculture. Il a baissé de 72 000 postes. Et ça, les raisons, ils sont évidentes. Il y a d'abord les 4-5 ans de la sécheresse. Ça favorise l'exode rural. Et vous savez aussi, il y a un phénomène, vous savez, dans le domaine rural, il y a beaucoup de familles qui touchent la subvention de l'État, qui est de 500 dirhams, et que des gens qui refusent de travailler pour ne pas être déclarés à la CNSS, pour voir que cette subvention sera enlevée. Et ça, c'est vraiment dans le milieu rural, on le vit, et les employeurs ne trouvent pas des gens qui peuvent travailler dans des travaux saisonniers, parce que là, l'opportunité de travail, c'est 2-3 mois, mais ils préfèrent garder la continuité de la subvention. Je ne dis pas qu'il faut enlever cette subvention, les gens ont besoin de ça, mais il faut trouver d'autres mécanismes pour que les gens soient encouragés pour aller travailler et que ce soit déclaré
dans la CNSS, etc. Donc, vous êtes revenu aussi sur l'importance de ces chiffres, parce que quand même le HCP reste une source fiable pour les données, c'est le Haut Commissariat au Plan. Mais ces chiffres-là ressortent quand même la création de 182 000 emplois, mais ça reste en deçà des nouveaux demandeurs d'emploi annuellement. Exactement. Ça, c'est l'ambition du gouvernement. Quand le gouvernement a été mis en place, il a parlé de 1 million, de création de 1 million de postes. On n'est pas encore à la fin du mandat, mais bon, on en est très loin. Là, quand même, il y a de l'espoir. Il y a une feuille de route qui est sortie là dernièrement par le gouvernement. Et là, nous allons, vu le budget qui est consacré, je vais en parler tout à l'heure, il y a quand même, on pourra avoir d'ici 2030 les chiffres qui seront versés. Et je disais que, oui. Je vous en prie, je disais qu'il y a le secteur qui est en baisse, c'est le secteur de l'agriculture. J'ai dit la sécheresse, la saisonnalité. Et cette prime, il y a quand même, il faut creuser pour trouver que ces gens-là, ils ne veulent pas être déclarés, ça reste dans le sous-emploi, Il faut peut-être une autre enquête pour déterminer si cette prime-là ne biaise pas les chiffres de l'emploi, notamment dans le rural, ce que vous dites, Salahdine Sabik. Et dans le secteur de services, il y a 216 000 emplois. Oui. Ça vient par la création de nouvelles entreprises. Et il y a aussi ce chiffre-là, il faut le regarder, avec prudence. Parce que quand on parle de services, vous savez, un grand secteur qui emploie beaucoup de monde, c'est le secteur de l'intérim et du travail temporaire. Il emploie 450 000 personnes. C'est le premier employeur du Maroc. Et quand vous faites l'enquête, si vous posez la question, est-ce qu'il travaille, par exemple, une personne qui travaille dans l'industrie, mais s'il déclare qu'il travaille dans une entreprise de travail temporaire, il est déclaré comme service. Oui. Mais cette entreprise de travail temporaire, il l'envoie à une entreprise industrielle ou une entreprise d'agriculture. Là, ça peut biaiser les chiffres par secteur. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on peut penser que c'est les services, mais en fait, c'est l'industrie. Exactement. Ça pourra être là. Et il faut, je ne sais pas comment l'enquête a été faite, mais moi, je dis que les entreprises, il y en a plusieurs, d'entreprises de travail temporaire qui emploient 450 000 personnes. Et est-ce que les 216 000, parce que quand on regarde les secteurs, on ne trouve pas le travail temporaire. Exact. Et là, je ouvre une parenthèse. Vous faites bien de l'ouvrir, cette parenthèse sur l'intérim, parce qu'on en parle peu. Oui, on en parle peu, exactement. Voilà, et il emploie des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes, notamment. Exactement. Et si vous permettez, je fais des comparaisons. Si vous voyez la France, par exemple, le secteur de l'intérim, vous savez, il y a des gens qui font une activité dans l'intérim, ils font carrière dans l'intérim. Mais il y a des encouragements, il y a des primes de fin de mission, échange de mission. Non, là, on peut dire quand même que l'intérim au Maroc reste très précaire. Très précaire, parce que la mission, il ne peut pas... C'est très, très compliqué pour les intérimaires au Maroc aujourd'hui, ne serait-ce que pour le b.a.-ba de demander un dossier de visa, par exemple. Oui, ça c'est vrai. En plus, il y a les entreprises aussi, qui ne jouent pas le jeu, parce que la durée de l'intérim ne peut pas dépasser 6 ou 9 mois maximum. En théorie. Au Sénégal, par exemple, c'est 2 ans. Oui. Mais là, il faut qu'il y ait des lois. Parce que l'entreprise, avec les temps incertains qui est actuellement, l'entreprise a besoin d'une flexibilité responsable. Et elle a besoin d'un effectif qui n'est pas un effectif permanent. Ça, il faut le dire, les grandes entreprises, ils ont entre 25 et 30% de leur effectif qui soit flexible. Autrement, vous ne pouvez pas avoir des CDI dans toutes les entreprises, mais c'est un tremplin vers l'entreprise. Il faut qu'on comprenne ça, ce secteur-là donne l'occasion à des jeunes d'avoir une insertion professionnelle. Parce que le jeune, quand il se présente au marché de l'emploi, on pose des questions. Monsieur, vous n'avez pas d'expérience. Comment vous voulez que ce jeune-là puisse avoir de l'expérience si on ne lui donne pas de stage en entreprise, si on ne lui donne pas des contrats d'alternance et si on ne lui donne pas un prime au travail de l'intérim, par exemple. Encore faut-il qu'il ne reste pas dans ce statut d'intérimaire ad vitam aeternam. Mais bien sûr. Ce qui est malheureusement le cas pour plusieurs. Alors, vous avez parlé des jeunes. Le taux de chômage des jeunes caracole à 37,7%. Passons outre le diagnostic, on le connaît. Abdessamad Al-Hian, quelle politique ciblée pour éviter une génération sacrifiée? Alors, merci Madame Khadija pour l'invitation encore une fois. Et d'ailleurs, vous avez cité un chiffre qui est aujourd'hui alarmant. Et malheureusement, on ne voit pas qu'un taux de chômage élevé chez les jeunes d'une façon générale, mais chez les jeunes diplômés.
Donc, ça questionne d'une façon ou d'une autre aujourd'hui l'adéquation et justement la cohésion des politiques publiques, à savoir la politique publique en matière de l'éducation, de l'enseignement supérieur surtout et de l'emploi. Donc aujourd'hui, cette inefficacité de certaines politiques publiques, pour ne pas généraliser, donc on peut les nommer quand même. On peut ne pas les généraliser, mais on peut les nommer. Bien sûr, donc on parle certainement de politique de la formation professionnelle déjà, et puis aussi de l'enseignement supérieur, universitaire principalement. Aujourd'hui, on est en train en tout cas de voir qu'il y a certaines réformes sur à la fois inciter l'innovation dans l'enseignement supérieur, s'ouvrir de plus en plus sur le milieu socio-économique, aussi avoir des formations professionnelles destinées, créées par des écosystèmes industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique, ainsi de suite. Donc ça, aujourd'hui, c'est des initiatives qu'il faut généraliser, qu'il faut renforcer déjà avec les CT des métiers et des compétences aujourd'hui qu'on a dans les 12 régions du Maroc, mais aussi il faut les renforcer avec d'autres partenaires et d'autres écosystèmes industriels, parce que c'est l'industrie généralement qui crée plus de l'emploi. Il faut savoir également qu'on a aujourd'hui un chômage on peut dire qui n'est pas aligné avec les transformations que connaît aujourd'hui le Maroc, que connaît le monde entier en matière de nouvelles technologies. Aujourd'hui, l'un des secteurs qui emploie plus de jeunes, qui est le secteur de l'offshoring, des centres d'appel. Aujourd'hui, ces centres-là, est-ce que les offres d'emploi aujourd'hui ne sont pas, en tout cas, menacées par... Alors, comment adapter la formation professionnelle aux besoins du marché en sachant que près de la moitié des actifs n'ont aucun diplôme? Exactement. Donc, quand on voit ça, certainement, ça questionne aujourd'hui les programmes pédagogiques. Aujourd'hui, on doit s'ouvrir de plus en plus. Aujourd'hui, il faut créer des ponts et des échanges entre l'entreprise aujourd'hui et les universités marocaines. Donc, il faut qu'on crée des liens, des communications entre les différentes parties prenantes. Il ne faut pas une feuille de route accès, accès entreprise, il faut une feuille de route transverse qui touche à la fois les universités, qui touche également les centres de recherche et développement. Il faut aussi développer cette formation professionnelle, la formation continue aussi. Il faut l'adapter aux nouvelles tendances du monde. Ça, c'est important aussi. Donc, il faut renforcer, il faut positionner les jeunes aujourd'hui au cœur de cette stratégie et de cette feuille de route de l'emploi. Il faut aussi encourager, parce que pour développer de l'emploi, il faut créer aussi des employeurs, il faut développer les petites entreprises et les moyennes entreprises. C'est prévu d'ailleurs mardi, le chef du gouvernement a présidé une réunion officielle pour soutenir la relance économique et l'inclusion sociale au niveau de l'emploi. Là, on est en train de parler d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises sur l'adaptation des formations professionnelles aux exigences de marché. Donc là, on voit qu'effectivement, il y a une ambition gouvernementale, il y a un budget. Est-ce que c'est une question de budget? On parle d'un budget de 14 milliards de dirhams. Salah Eddine Sabik, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un budget pour créer de l'emploi? Simplement, tout. Il faut des moyens. Si on veut des objectifs, il faut avoir les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs. Oui. Là, la feuille de route du gouvernement, c'est une feuille de route, pour moi, elle est vraiment très bien faite, parce qu'il y a un budget qui est consacré de 15 milliards de dirhams pour lancer l'emploi, et il y a l'ambition, il y a des objectifs, mais ils sont chiffrés, de ramener le chômage à 9% et créer 1 450 000 emplois d'ici l'horizon de 2030. Là, c'est vraiment un plan d'action avec des deadlines, etc.
Et là, après, il y a une autre deadline, hein. C'est la deadline, c'est exécutif. C'est-à-dire que oui, là, on est en train de parler déjà de l'échéance de l'exécutif qui se termine en 2025, date des élections, et même avant le temps de la campagne. Mais effectivement, il y a des deadlines d'ici 2030. Je parle de la feuille de route je contextualise, si vous permettez, si ça juste je contextualise pour nos téléspectateurs, au cas où ils auraient oublié. Et dans ce budget qui est alloué à la création de l'emploi et baisser le chiffre de chômage à 9% à 2030. Les 15 milliards, ils sont vraiment 12 milliards qui vont être dédiés pour la toute petite entreprise et la toute petite et moyenne entreprise. Et là, ça va par des programmes d'accompagnement. C'est une somme colossale pour l'accompagnement, pour le conseil aux futurs chefs d'entreprise et en même temps faciliter le financement pour les jeunes créateurs d'entreprises. Vous savez, maintenant, il faut qu'on crée des générations qui ne vont pas attendre l'emploi. Il faut des générations qui vont entreprendre, qui va vraiment créer l'emploi. Mais autrement, si on attend l'emploi, ça, ce sont des temps qui sont révolus. Mais c'est très bien, ça facilite aussi le travail pour les gouvernements. Voilà, c'est une bonne chose. Mais c'est l'entrepreneuriat, encourager l'entrepreneuriat. Et moi, je trouve que le gouvernement, quand il consacre 12 milliards, je veux dire, dans l'espace de 4 ans d'ici 2030, et c'est quand même une somme colossale, et ça va donner des résultats, je l'espère. Il y a 2 milliards qui sont consacrés pour la politique de la formation. Et la politique de la formation, c'est mettre en place la formation par alternance. Ça fait des années qu'on parle de la formation alternance et c'est encore timide, ce chantier-là. Mais vraiment... Peut-être expliquer rapidement ce que c'est que la formation par alternance pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas très bien le concept, si vous le permettez. L'alternance, comme partout dans le monde, vous avez une partie à l'école et une partie dans l'entreprise. Voilà. Et il y a, comme il a dit Abd Samad tout à l'heure, il doit y avoir des canaux de communication. On n'arrive pas à communiquer avec le milieu éducatif. Le milieu de l'entreprise, le milieu éducatif, il faut trouver des mécanismes de communication. Il faut qu'on soit il faut qu'il soit à l'écoute du marché. Il faut qu'on les écoute quand on fait. Mais c'est difficile aussi. Parce que moi, je vois les difficultés qu'on pourra avoir. Parce que, vous savez, quand on crée un diplôme, pour avoir un diplôme, il faut 40 heures de maths, il faut je ne sais pas quoi, etc. Mais si vous ajoutez quelque chose, si les employeurs vont dire ajouter quelque chose, il faut changer le décret qui a fait le diplôme de cette manière-là. Mais un diplôme de l'État, c'est tant d'heures à faire. Et nous, on dit, par exemple, dans les soft skills, nous avons besoin d'heures en soft skills. Et les gens communiquent mal. Les gens ils ne travaillent pas dans un climat de confiance. Les gens ne sont pas solidaires, ne sont pas... Et ces valeurs-là, ils doivent les avoir. La gestion de relations sociales, il n'est pas enseigné dans les grandes écoles, dans les universités. Il le faut. Quand les gens ils sont dans l'entreprise, ils trouvent des gens qui parlent de la gestion de relations sociales. Et pour faire la régulation sociale au sein de l'entreprise, nous avons besoin des gens qui seront formés pour ça. Exactement. Et là, quand on parle, il faut quand même, comme il a dit Abd Samad, créer des canaux de communication entre le monde de l'entreprise et le monde éducatif. Alors, je disais qu'il y a 2 milliards pour la formation en alternance, mais aussi, si on veut encourager l'emploi, c'est une relation tripartite. Il y a l'État, voilà, à qui incombe la responsabilité. Il y a le secteur privé, il y a le jeune entrepreneur. Je l'appelle le jeune entrepreneur. Et si l'entreprise, parce qu'il faut ouvrir les portes de l'entreprise pour le stage d'insertion professionnelle, ouvrir l'entreprise pour les stages d'alternance, ouvrir l'entreprise. Et quand le jeune passera, au moins il passera les entretiens, au moins il a, par exemple, une expérience professionnelle, que ce soit dans l'alternance, que ce soit dans le stage pratique en entreprise, et ça on doit encourager. Et le dernier milliard qui reste, c'est pour donner à l'ANAPEC, pour encourager encore l'ANAPEC, financer l'ANAPEC pour qu'il fasse beaucoup plus d'efforts pour guider les jeunes à trouver leur premier emploi et surtout augmenter le taux de participation des femmes qui est moins de 20%, à aider les femmes à l'insertion professionnelle. À l'insertion professionnelle dans le formel. Dans le formel, exactement. Moi, je parle de formel. Il y a des obstacles systémiques aujourd'hui à la participation économique des femmes dans le secteur formel. Elles ont tendance à investir plus dans l'activité informelle. Rapidement, avant qu'on conclue avec justement ce volet des femmes, sur les disparités régionales, Abd Samad El-Hiane, pourquoi toutes les stratégies pour une croissance inclusive montrent-elles leurs limites? Taux de chômage dans l'oriental qui atteint quand même 25% au terme du premier trimestre, selon les chiffres du HCP.
Je vous remercie Khadija Hassan, parce que vous m'avez fait la transition. J'allais tout à l'heure aborder ce sujet également. C'est les inégalités aujourd'hui et les disparités qu'on voit dans les différentes régions du Maroc. Aujourd'hui, on est dans un chantier royal, ambitieux, qui est de la régionalisation avancée. Par contre, on ne le voit pas dans certains chantiers, entre autres l'emploi. Aujourd'hui, les régions, et parmi aujourd'hui les prérogatives des régions, c'est le développement économique et la formation. Donc aujourd'hui, la région en tant que hub de la formation, on ne peut pas aujourd'hui, c'est-à-dire travailler sur une conception à la fois similaire à toutes les régions. Il faut qu'on ait une certaine respecter certaines spécificités de chaque région en matière de formation, à la fois et en matière d'écosystème industriel et des opportunités qu'on peut créer pour chaque région. Il faut qu'on se détache de cette logique qui est globale. Il faut qu'on traite chaque région. Eh bien, il faut que les plans ou bien les stratégies de chaque région soient axées sur les spécificités de chaque région. Je vais aborder quand même le plan, ou bien le PDR, qui est les plans de développement régionaux. Parmi les plus grands objectifs de ce plan-là, c'est de créer un écosystème de développement économique de cette région-là. Il faut aussi, et ça a un impact énorme, parce qu'il y a aussi la migration vers, par exemple, le centre du Maroc, Casa, Rabat, et Tanger et Kénitra aujourd'hui. Donc ça crée plusieurs problèmes qui déstabilisent et qui mettent en enjeu la paix sociale du pays. Donc il faut quand même qu'on ait une réflexion autour premièrement les priorités de la région, mais aussi les universités, les centres de formation. Il faut que la région investisse de plus en plus dans ces chantiers-là. Il faut qu'on ait une identité liée à chaque région, ça de un. De deux, il faut que chaque région pense d'une façon durable et pense d'une façon structurée sur ce qu'il veut faire sur les orientations de la région. Et par la suite, il faut qu'il crée un écosystème, un environnement, que ce soit axé sur l'entrepreneuriat, sur les nouvelles technologies aujourd'hui. On a de l'intelligence artificielle, on a de l'offshore en matière de l'innovation IT. Donc ça, c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément des infrastructures très lourdes. Ça nécessite, en parlant d'infrastructures très lourdes, et ce sera ma dernière question, si vous le permettez, Si Al-Hian, je me tourne vers Salahdine Sabik. On parle d'infrastructures, il y a beaucoup de projets, des chantiers d'infrastructures colossaux, pour ne citer que le tout dernier en date, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI la semaine dernière, de la ligne LGV Kénitra Marrakech. Alors, 1 450 000 emplois à horizon 2030 avec ce mondial, un objectif trop ambitieux ou réaliste selon vous? Et comment transformer cette vitrine du mondial en croissance durable qui va faire baisser le chômage, il va créer des emplois pérennes? Mais oui, il faut créer d'autres emplois, penser à d'autres emplois. Par exemple, je veux dire, il y a une niche, les stadiers. Il n'y a pas de stadiers au Maroc. Nous allons avoir beaucoup de stades. Avoir des stadiers, c'est un métier. Oui. Les gens qui vont placer les gens dans les stades, les gens il y a des métiers qu'on pourra voir dans la digitalisation. Encourager les jeunes, chacun dans sa région, à créer des produits de l'artisanat pour véhiculer l'image du Maroc, etc., auprès de nos visiteurs et nos invités qui vont venir pendant la Coupe du Monde. Et là, il y a des niches où on pourra créer de l'emploi. Avant ça, il y a des chantiers qui sont ouverts. La ligne de TGV Tanger, Kénitra Marrakech, il va employer énormément de personnes d'ici l'horizon de 2030. Il y a des routes qui sont en train de se construire, il y a des stades qui sont en train de se construire. Mais là où il faut faire attention, c'est que dans ces chantiers-là, dans le BTP, il faut voir pour qu'on fasse le contrôle pour avoir des emplois pérennes, des emplois qui ont une couverture sociale et qui est digne, oui, et qui vont avoir des personnels qualifiés et avoir des programmes de formation dans le BTP, dans l'électricité, dans la plomberie, dans beaucoup de choses. Et inclure les femmes. Parce que là, il y a bien sûr, mais les femmes, je l'ai dit tout à l'heure, le taux de participation des femmes, il est de moins de 20%.
Et c'est vraiment pas normal. Il faut que les femmes, avec un taux d'activité de 43, plus de 43%, mais les femmes, ils n'ont pas, dans le marché de l'emploi au Maroc, ils n'ont pas leur place. Mais il faut qu'on fasse une bataille. D'ailleurs, dans les 15 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une somme qui est consacrée pour aider à l'insertion des femmes. Mais trouver un travail qui est pérenne, un travail où il y a une déclaration sociale, où il y a une couverture sociale, etc. Et c'est là où il y a plusieurs chantiers, mais on doit avoir ces jeunes-là, il faut les mettre dans les métiers de BTP, dans les métiers de services aussi, d'hôtellerie, etc., de tourisme. Merci beaucoup, Salahdine Sabik, expert en ressources humaines, président de la commission développement capital humain et de la formation au sein de la CGM Tanger Tétouan Al-Husseima. Choukran, merci infiniment. Merci. Et merci à vous également, Abdessamad Al-Hian, président de Tizi. Merci d'avoir participé à l'émission ce soir avec nous. Merci, Laurent. C'est la fin de cet épisode Question d'actu. Très bonne soirée.